qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être infirmière dans un hôpital, faire 12 toilettes en 7 minutes chacune. Voilà, c'est la réalité de nos métiers, c'est ça. Donc, comment on fait pour mobiliser les troupes? Bonjour, vous connaissez maintenant nos reconversations 2.0 et les modèles intimes. Voici notre invité du jour, Fabienne. Bonjour. Bonjour. Alors, vous aussi, vous avez un parcours riche, un parcours dense, qui est d'ailleurs toujours en cours. On conclura dessus. Racontez-nous le début, les premières difficultés. Donc, j'ai choisi de porter mon handicap moteur, qui est la première cause de handicap inné, puisqu'infirmité motrice cérébrale, dans un parcours de travail social, en commençant par être médiatrice gérontologique dans les foyers de travailleurs migrants sur l'accès aux droits et aux soins des personnes migrantes vieillissantes et dans la transformation des services de type foyer à résidence sociale. Donc qu'est-ce que ça pose dans des territoires comme Gennevilliers, pour ne pas le nommer, pour le compte de la Ligue de l'enseignement. Donc en tant que salariée, j'ai été d'abord coordinatrice sociale, puis ensuite chef de service pour la Ligue de l'enseignement, qui est quand même un organisme gestionnaire qui joue le jeu de l'insertion sociale de tout type de public, dont les salariés en situation de handicap. Ce qui m'a permis ensuite, en 2018, juste avant la Covid, d'obtenir le CAFERUIS, donc le Graal qui vous permet d'être chef de service médico-social. La Covid ne nous a pas aidés, handicap ou pas, à prendre nos fonctions de chef de service. Et donc, moi, j'ai l'honneur et l'avantage de passer ma vie à remplacer des congés parentaux, des congés maternité, des managements de transition, ce qui fait que vous êtes pleine d'idées, mais vous pouvez partir à la fin. Voilà. Et au bout de 3 ans et demi, il était donc grand temps de quitter un petit moment le fameux mode dégradé ou adapté, à qui, à quoi ou pourquoi faire dans le médico-social, pour se poser la vraie question du master 2 management des organisations sanitaires et sociales, à la question du pourquoi faire. Je vous arrête, vous allez trop vite. Je voudrais qu'on comprenne un peu mieux l'origine de votre parcours. Est-ce qu'on peut considérer que le handicap vous a poussé déjà à travailler auprès de ces personnes dans les foyers dont vous parlez? Est-ce qu'il y a une influence? Je pense que oui, parce que je me suis assez vite rendu compte que, en fait, handicap ou pas, il y avait quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant du fait d'avoir accès à leurs droits, qu'ils en usent ou pas, enfin qu'ils aient le choix de le faire ou pas. Et du coup, c'est parce que j'ai évolué en milieu ordinaire d'études que je me suis aperçue de ça et qu'en fait, il y avait plein de gens à soutenir, que je me suis lancée dans une carrière de travail social pour rendre service à tout type de public. Parce que vous-même, vous aviez été soutenu. Vous veniez d'un milieu où on avait pu vous soutenir pendant vos études. Je pense que ma famille a composé plus. Je peux pas dire qu'on ait été soutenu, mais on a fait. Enfin, j'ai de la chance d'avoir des parents très ancrés dans mon accompagnement. Ouais. Parce que heureusement et malheureusement, ils étaient tout seuls. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis née en 1976, donc il n'y avait pas encore la loi de 2005 quand j'ai poussé les portes du collège ordinaire. Expliquons la loi de 2005, peut-être rapidement. Alors, la loi de 2005, c'est ce qui est censé nous donner accès à la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Moi, je ne comprends pas pourquoi on parle d'accès à la citoyenneté, puisqu'il suffit d'être né sur notre seule donnée, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais plus ou moins accès à la citoyenneté alors que je suis née ici. Mais ça représente quelque chose, ça veut dire qu'il y avait besoin de l'affirmer quand même. Oui, alors moi je pense que 75 se suffisait, la loi de 75 se suffisait en elle-même, et qu'on a créé plein de dispositifs qui sont essentiels, encore faut-il que les gens sachent s'en servir, qui vont du dispositif de l'aide au répit, de l'aide aux vacances, des aides techniques, les AESH, les accompagnants éducatifs en milieu ordinaire,
Voilà. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui sait faire fonctionner ses droits par rapport au handicap peut effectivement accéder à tout pour tous. Mais pour la petite histoire, en pleine actu, ça fait 48 heures que j'ai obtenu mon renouvellement de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire, qui n'était qu'un renouvellement, et ça fait 1 an que je l'attends. Donc il y a encore des choses qui doivent évoluer. Donc vous avez intégré, donc vous nous le disiez, ce milieu-là, où vous avez été donc remplaçante et pas le temps, vous nous le disiez, pardon, d'installer vos idées, etc. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une frustration à un moment donné? Non, moi j'adore faire du management de transition parce que vous pouvez être force de proposition tout en ayant le temps d'essayer de commencer à renverser le paradigme de qu'est-ce que ça veut dire que de faire diriger un service par quelqu'un de porteur de handicap. Donc après, vous laissez la direction de la structure qui vous a embauché faire avec et voir que c'est possible, mais ça dépend uniquement de la volonté politique de l'organisme gestionnaire, d'admettre ou pas, puisqu'on a tous les mêmes diplômes, puisqu'ils sont obligatoires, d'avoir une collègue en situation de handicap qui a fait les mêmes études et qui de toute façon vous demandera, même sans rien faire, de réinvestir votre questionnement professionnel parce qu'elle est porteuse dans sa chair. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de pédagogique dans votre simple présence. Oui, mais je suis pas très très pédagogue dans la vie. Non, mais ouais. Le simple fait que vous soyez là, finalement, questionne. Oui, dans le bon comme dans le mauvais sens, d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'avoir une période d'essai cassée parce que j'ai des plus. Je pense que c'était une époque où j'étais trop efficace, assise derrière mon ordi. Donc je l'ai mal vécu, parce que ça fait toujours un peu mal, surtout quand on a les mêmes diplômes d'État que les collègues, puisqu'ils sont obligatoires. J'ai rebondi, alors j'aime pas bien cette expression toute faite, mais je pense que j'en ai fait une force pour me poser la question de qu'est-ce que je fais maintenant, puisque la Covid n'a servi à rien ni à personne en termes de relations avec les autres. Donc je me suis posé la question, puisque tout le monde passe le Master MOS, ben moi aussi. Non pas pour diriger un EHPAD, parce que ça fait pas partie de mes rêves les plus fous, mais soit pour créer ma propre structure de travail social au sens large, soit pour intégrer la fonction publique avec un petit bonheur pour le ministère de la Culture en tant que travailleur handicapé. Donc, revenons à votre évolution. Je vous ai interrompu tout à l'heure au moment où vous arriviez à cette envie de ce master. MOS, qui n'est pas une petite souris, mais un management organisation sanitaire et sociale. C'est-à-dire comment on fait techniquement de notre responsabilité de manager pour que les choses s'arrangent dans nos secteurs particulièrement en tension. Vraiment, notamment depuis la prime Ségur et tout ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être infirmière dans un hôpital, d'être en tension, de faire 12 toilettes en 7 minutes chacune. Voilà, c'est la réalité de nos métiers, c'est ça. Donc, comment on fait pour mobiliser les troupes? Ça veut dire que, quand vous dites mobiliser les troupes, ça veut dire qu'on ne peut pas faire changer la règle. Les 7 minutes, on est obligé de les accepter. Donc, c'est voir comment on va optimiser les 7 minutes? Aujourd'hui, en termes de travail médico-social, on en est là. Et c'est bien pour ça que la plupart de nos collègues s'en vont du social au sanitaire en validant leur Master MOS parce que la fonction publique hospitalière est un peu mieux accueillante, y compris avec mon public. Alors, il s'est passé quoi? Vous avez donc décidé de faire ce Master 2? Alors, en fait, je viens d'un pays particulier qui fait que j'ai la chance de faire un certain nombre de duodés avec la GFIP tous les ans pendant la semaine européenne de sensibilisation au travail pour les personnes en situation de handicap en milieu ordinaire. Donc, le premier duodé a consisté pour moi en 2021 à faire un duodé avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres, en étant accompagnée par Cap Emploi 75 en disant moi je veux faire comme mes collègues parce que le bac plus 3-4 c'est bien,
mais j'ai le même niveau de diplôme que tout le monde et je passe ma vie à enchaîner les contrats courts. Ça serait grand temps, à bientôt 50 ans, qu'on stabilise mon parcours. Et puis j'ai envie de le faire pour pouvoir avoir la chance de porter mon handicap ailleurs ou de créer ma propre structure. L'APEC a monté mon projet de formation. Donc pour une fois, j'ai pu éviter d'être travailleur social avec moi-même et laisser faire ceux qui savent. C'était extrêmement sympathique. On a commencé à espérer avoir une place dans une fac accessible en septembre 2022 pour que mon dossier soit accepté en novembre 2022 pour rentrer en master 2 direct par le biais d'une validation des acquis professionnels pour arriver à la fac de Paris 13 à Bobigny, juste à côté de chez moi, qui a la chance d'être une fac complètement accessible. Pour faire ça de mai, à raison d'une semaine par mois de formation continue, jusqu'en mars, puisque je vais soutenir mon mémoire au mois de mars 2024. Bobigny a créé sa propre filière d'enseignants-chercheurs issus de pays tiers qui ont créé leur propre filière à Bobigny pour pouvoir enseigner et porter la question de la prise en charge des aînés issus de pays tiers pour créer des structures dans leur pays originaire. Ça veut dire aussi qu'on a des profs qui sont absolument pas francophones. Comment se fait-il que ces enseignants-chercheurs soient obligés de créer leur propre filière alors qu'ils en ont bavé plus que n'importe qui pour arriver ici et pour faire les mêmes études que ce qu'ils avaient commencé dans leur pays originaire. Donc du coup, moi je me suis retrouvée étudiante avec le staff de profs dont j'aurais pu accompagner les familles dans les structures dont j'ai été manager, et à me dire que c'était quand même dommage d'avoir atteint leur plafond de verre et de ne pas pouvoir enseigner ailleurs qu'à Bobigny, qui par ailleurs est une fac complètement accessible, électronique. Et donc du coup, je me suis retrouvée au centre du dispositif de toutes les questions qui traversent mon parcours professionnel avec les gens qui m'ont enseigné. En fait. Vous auriez pu être des deux côtés à la fois, d'une certaine manière. Vous auriez pu être conseil, là où vous êtes là normalement pour recevoir. Voilà. Mais ouais, c'est vrai que ça me fait de la peine pour certains de mes profs voilà, qui ont mon âge et qui resteront pour autant enseignants-chercheurs, assistants, alors qu'ils publient partout, tout le temps. Voilà, donc. En fait, je pense que vous êtes entouré de gens qui n'imaginent pas que chacune des choses qui est une petite contrariété pour les valides est une grosse contrariété pour les gens porteurs de handicap. Oui, mais ça c'est... Et c'est partout, ça. Voilà, donc c'est à moi aussi de comprendre que c'est... Alors, c'est partout pareil, ça c'est une réalité, handicap ou pas, parce que la Covid a bon dos pour réinterroger l'organisation de bon sens paysan de n'importe quelle administration dans notre pays. Donc soit je me dis, eh ben c'est partout pareil, ils feront avec, ce que je commence à faire en étant bientôt quinquagénaire. Mais c'est du travail, parce que ça pourrait être plus simple, y compris pour les professionnels que nous accompagnons, notamment en termes de traçabilité de soins. C'est lourd à porter de faire le boulot des autres au quotidien, quoi. C'est pénible, alors c'est un boulot de manager, donc comme ça je m'entraîne. Voilà, mais ça fait 48 ans qu'en fait, et 20 ans cette année, que je vis en famille à domicile avec un service de soins autour, et ça, il faut quand même vachement bien coordonner ses journées pour pouvoir faire ça. Et quand je forme de nouvelles auxiliaires de vie dans mon staff personnel, je dis, le but, c'est de me faire perdre le moins de temps possible, surtout pas si on est moins efficace à deux que quand je suis toute seule. Ça passe ou ça passe pas, mais... En fait, vous avez retourné
d'une certaine manière votre handicap pour en faire une valeur ajoutée à votre pratique quotidienne. Oui, mais je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. Mais après, c'est toujours sur nous, porteurs de handicap, qui devront faire ça, quoi. Les familles demandent à voir des adultes porteurs du même handicap que les enfants qu'on accompagne. Donc en termes d'infirmité motrice cérébrale, moi, du haut de mes 48 ans, je me retrouve avec des ados de 14-15 ans qui ont exactement le même handicap que moi, qui sont mieux réparés que moi parce que la médecine progresse et qui me demandent du haut de leur adolescence qu'est-ce que j'ai foutu pour que le prof oublie d'emmener le bouquin qu'ils ne peuvent pas porter parce qu'ils ont mal au dos. Ils vivent la même chose que ce que moi j'ai vécu dans les années 80. Ils sont là pour nous dire qu'on a loupé des trucs et ils savent très bien le faire et ils ont raison, mais voilà. Le seul truc qui est dommage, c'est que nous, moi j'ai bientôt vécu 50 ans, c'est court et c'est long à la fois, donc je suis en tant que professionnelle du social extrêmement déçue que la Covid n'ait pas appris aux gens une autre définition de l'essentiel et de l'accessoire. Mais ouais, ça sera toujours à nous de... Maintenant, je le vis mieux en sortant de MOS parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi ce réflexe handicap ne fonctionne pas. C'est clairement une question d'organisation. On n'y peut rien, c'est pas de la faute des gens, mais si on se met tous dans la rue, on est 12 millions, donc comment on travaille ça? Alors vu de l'extérieur, et ça va être très égoïste, on est content que vous soyez dans le système parce que vous apportez justement vos compétences à double titre. Et donc à la suite de ce master donc là, qui se termine, qui va être validé... Je ne sais pas. Moi, voilà, j'attends le résultat. On part du principe que, évidemment, c'est quoi l'avenir là, de votre... Vous nous avez parlé à plusieurs reprises d'un projet personnel. En fait, c'est mes collègues, un certain nombre de mes collègues qui sont nés aux Antilles, sont pour beaucoup directeurs de structures CHRS, CHU, et se posent la question de, sans en avoir envie, de créer leur propre structure, de repartir aux Antilles, là où ils sont nés, pour s'occuper de leurs aînés, même s'il y a rupture de soins aux Antilles et qu'on oublie que c'est la France, et que ça ne les branche pas forcément de retourner aux Antilles. Et à chaque fois qu'ils ils avaient une personne handicapée à la rue, c'était toujours à moi qui demandait « Mais alors, comment tu fais ça avec la MDPH ? Parce que tu comprends, il est dans un sale état, puis on va être obligé de le mettre à la rue pour le mettre dans un hôpital. Mais l'hôpital en veut plus, mais qu'est-ce que je fais ?» Et du coup, à un moment donné, on a eu un travail de groupe à faire tous ensemble. Et on s'est posé la question de dire vers le mois de septembre, mais on est bien gentil, mais on va faire quoi avec ce Master 2 ? Puisque en fait, on vient du social, que le social est maltraité au sens étymologique du terme, dans les carrières sanitaires, qu'on travaille avec des publics qui sont rentables autrement, et qu'on voudrait leur offrir une qualité de service un peu meilleure que celle qu'on nous impose. Par rapport aux statistiques, on s'est trouvés tous les trois à travailler dans le même quartier que celui dans lequel je vis, en disant « mais en fait, pourquoi on ne créerait pas notre structure tous les trois ?» Et en fait, ça faisait des années que tous mes profs des anciens diplômes me disaient « créez votre structure ». Oui, mais je ne veux pas être porteuse et créer ma propre structure parce que il n'y a rien à côté, machin. Moi, je veux bien être porteuse de handicap, mais moi, je voudrais m'occuper de tel ou tel public. J'ai pas envie de faire de handicap attitude parce que je suis porteuse jusqu'à la retraite. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je viens de la pédagogie freinée où j'ai été au lycée avec des artistes, avec des enfants d'artistes, avec Maïwen. J'étais au lycée autogéré avec Maïwen parce que l'école ordinaire voulait me mettre en BEP alors que j'avais pas de problème à l'école et qui m'ont annoncé ça le jour du brevet, avant les épreuves, c'est tellement mieux. J'ai dit à mes collègues, ok, si on crée une structure tous les trois, moi je veux pas m'occuper de handicap. Après, c'est difficile de dire aux gens, mais je m'en fous d'être handicapé ou pas, je préfère aller au théâtre 3 fois par semaine, j'habite à 800 mètres de la Philharmonie, je fais pas que du handicap du matin au soir. C'est très, c'est très compliqué.
Mais c'est intéressant. D'où l'intérêt de travailler sur ces questions d'accès à la culture et à l'emploi des personnes handicapées. Donc l'avenir, c'est de vous retrouver sur ce développement Sûrement. Pour les personnes dépendantes, oui. Sans doute outre-mer. Ouais, et surtout en Corse, parce que je suis un peu corse, je suis une pinsoute. Voilà, je suis descendue, puis je suis restée, donc voilà. Non, je travaille beaucoup sur, on n'en parle pas souvent, mais sur l'isolement d'accès aux soins de la Corse. Ça, c'est un truc qui me travaille beaucoup, parce que ça veut dire que si vous êtes malade, vous allez prendre l'avion sanitaire jusqu'à Marseille ou Nice, et que, ben non, quoi. Si vous êtes corse, c'est votre droit d'avoir accès aux soins en Corse. Or, il n'y a pas d'accès aux soins en Corse. Donc, moi, déjà, si je restais en Corse, parce que c'est ma terre, même par adoption, ça me permettrait d'aller mieux, quand même. Parce qu'on les oublie. Alors, effectivement, ils sont en pleine actu pour les mauvaises raisons ces derniers temps, parce qu'on n'a pas posé la question dans le bon sens de ce fameux référendum d'autodétermination, ce qui veut dire en fait le fameux démerdez-vous.com. Mais voilà, c'est très dangereux. Ce qui se passe en Corse en termes d'accès aux soins, c'est très très dangereux. Personne n'en parle. Transition Pro intervient comment? À quel moment? Alors, elle intervient pendant que je suis en poste dans un remplacement de congé parental. Fin novembre 2022, j'ai posé le dossier à peu près un an à l'avance, puisque, pour une fois que ça sert à quelque chose, le statut de travailleur handicapé ouvre la possibilité d'être prioritaire dans vos financements. Et donc vous le prescrivez, entre guillemets? Oui, alors, après, il ne faut pas passer à côté. Même si la lourdeur administrative est quand même un peu certaine, ça demande beaucoup d'exigences administratives avec soi-même et avec l'établissement d'enseignement, mais ça vaut le coup, puisque c'est plus ou moins rémunérable. Donc voilà, et puis ça permet d'avoir 1 ou 2 ans de break par rapport à vos positionnements professionnels, et de toute façon ça change votre posture, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, de ce que vous acceptez ou pas et de ce qui devient essentiel et accessoire. Merci beaucoup d'avoir partagé toute cette expérience de vie très riche, nous avoir montré comment les choses peuvent être prises à bras-le-corps et comment il faut les prendre à bras-le-corps tous les jours. Et merci à vous de nous avoir suivis, et à très bientôt évidemment pour d'autres reconversations 2.0.